Alors effectivement, Denis a annoncé l'intervenant suivant. Imaginez un peu Emery Jacquia qui aurait lui-même coulé la Camif et qui, au lieu de s'en aller, se dise je vais réussir à la relancer. Couler, les circonstances. Il me regarde, évidemment, il n'est pas coupable. Mais les circonstances ont fait qu'à un moment, son entreprise allait très mal. Et là où d'autres seraient partis, lui, il a décidé de rester, de ramer, de souquer et de réengager. Il a réussi tout ça. Il l'a raconté d'ailleurs dans un livre, mais il le racontera surtout infiniment mieux que moi. C'est Nicolas Doucerin. On a des petites pannes de jingle. Hein. Oh, c'est bon, Vincent, c'est bon. C'est bon? Et le micro, ça va? Le micro, ça va très bien. Ah, Le mien? le mien. Ça y est, ça fonctionne. C'est vrai que ça résonne un petit peu quand même. Je vous laisse l'estrade. Ça marche. Bonjour. Alors, je me prénomme, je m'appelle Nicolas Doucerin. J'ai donc 37 ans. J'ai la chance d'être marié, d'avoir 3 enfants. Bientôt un 4e. Donc, vous voyez, on ose et on entreprend. Et je vais vous raconter une petite histoire. Souvent, on me pose la question, on me dit « Comment est-ce qu'on devient entrepreneur ?» Et moi, j'ai toujours cette réponse, je dis « Vous savez, être entrepreneur, c'est quelque chose de très simple. C'est avoir une idée et avoir cette capacité de lui donner vie. » Et lorsque j'avais 11 ans, il se trouve que je me couche tous les jours aux alentours de minuit et demi et je me réveille à 5 heures tous les matins. Et lorsque j'avais 11 ans, en me levant extrêmement tôt, j'avais un petit problème, c'est que j'avais une croissance très élevée, donc j'avais besoin de calories, et personne ne trouvait le moyen de m'amener mon petit déjeuner au lit. Et donc de là, j'ai eu ma première idée de créer une entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile. Et donc j'ai créé Nicopan. Alors Nicopan, Nico diminutif de Nicolas, et El Pan, le pain en espagnol. Bon, ça avait le don de m'exaspérer, vous voyez, parce que tout le monde appelait ça Nicopan, et donc, petite erreur de communication, marketing, mais c'est le début de ma petite entreprise. Et j'aime bien raconter cette histoire parce qu'en fait, c'est là où j'ai appris ce que c'était que de devenir entrepreneur. Livraison de petits déjeuners à domicile, c'était très simple. Tous les samedis matins, j'allais faire du porte-à-porte pendant que mes camarades allaient s'amuser. J'allais prendre mes commandes, j'allais prospecter, chercher des clients. Et puis, j'avais négocié avec la boulangerie locale pour avoir ma viennoiserie, ma matière première. Et puis le soir, je travaillais, j'organisais mes livraisons par secteur. Alors au début, je livrais 20 clients, mais quand j'ai terminé l'entreprise, on en livrait quand même 850. Donc ça demandait un petit peu d'organisation. Puis comme le français souhaite être toujours livré à 8h30, il y a un moment donné, il faut être plutôt bien organisé. Et vous voyez, j'ai mené cette entreprise de 11 ans à 18 ans. Elle m'a permis de me payer mon premier vélo. À 14 ans, je me suis payé mon premier scooter. Et à 18 ans, je me suis payé ma voiture. Entre-temps, j'ai poursuivi les études. J'ai atteint la 3e. J'ai eu mon BEPC, donc je suis un autodidacte, puisque mes études se sont arrêtées là. Je suis passé péniblement en seconde. Et à la fin du premier trimestre, il se trouve qu'il y a eu un déclic. J'étais plutôt pas trop mauvais dans les matières scientifiques et j'ai eu un 2 sur 20 à un contrôle de chimie. Et donc j'étais délégué de classe, je suis allé voir ma prof principale, je lui ai dit écoutez madame, visiblement l'éducation nationale se refuse à moi, je me refuse à elle, je quitte le système. Voilà. Et c'est le début de l'aventure. Et alors le petit Nicolas, il rentre à la maison, la maman était en larmes, elle était catastrophée de voir son petit fiston vouloir arrêter les études. Le papa, il s'est pris le rejeton d'1,85 m, il s'est pris entre 4 yeux et il l'a rebriefé. Il m'a dit, écoute, que tu veuilles arrêter tes études, c'est une chose. Par contre, je veux pas d'un fils glandeur, tu as 6 mois pour trouver du travail. Et à partir de là, je prends une feuille blanche, je mets mes défauts sur la gauche, je mets toujours les défauts à gauche, mes qualités à droite, et puis je me dis, bon, je sais parler, j'aime vendre, je suis passionné par l'automobile, donc je serai commercial dans le secteur de l'automobile. Je prends les pages jaunes, je tombe sur un concessionnaire implanté à Rambouillet, Honda, concessionnaire Honda, et ce patron me dit, je recherche 2 commerciaux expérimentés. Je suis votre homme. Je prends mon petit train, j'arrive à Rambouillet, je tombe sur ce patron, et je lui dis, écoutez, voilà, je suis passionné par l'auto, je connais votre gamme par cœur, je veux me lancer, je veux travailler. J'arrive à tenir à peu près 1 heure, et puis jusqu'à la question fatidique, il me dit, mais vous avez quel âge? Je lui dis, j'ai 16 ans. Il me dit, mais comment voulez-vous vendre des voitures sans avoir le permis? Je dis, je fais la conduite accompagnée.
Ouais, mais ça va pas le faire. C'est le début de l'aventure. Ce patron m'a laissé ma chance. En 1 an et demi, il se trouve que j'ai plutôt bien fonctionné. Je suis passé directeur des ventes et meilleur commercial de France. Et ça a été le début de l'aventure. Et puis à 19 ans, après un décès tragique de mon patron, j'ai décidé de créer ma première véritable entreprise. Alors j'ai voulu me lancer dans le secteur de l'automobile, mais je m'apercevais que c'était un petit peu risqué, et avec des investissements très lourds. Et puis à l'époque, on parlait de l'euro, de l'an 2000. J'ai un papa qui avait créé une SS2I dans l'informatique, et moi je me suis dit, je vais créer un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les systèmes d'information. Je ne connaissais rien à l'informatique, rien aux ressources humaines et encore moins à la création d'entreprise en tant que telle. Et je crée mon entreprise que je dirige toujours aujourd'hui, Solic. Et c'est le début de l'aventure. J'ai 19 ans, j'embauche un ancien directeur des systèmes d'information qui avait été licencié. Je prends ce que faisaient à peu près mes concurrents, je compile et je bâtis mon propre modèle en dépoussiérant un peu le métier. Et là, c'est le début de l'aventure. 40% de croissance pendant 10 ans. J'ouvre Paris, Lille, Lyon, Nantes. J'embauche 2 salariés, 5, 10, 20, 40, 50, 60. Et l'entreprise accélère. On a 2 crises économiques et on est sur le pied droit sur l'accélérateur. Et ça continue. Et puis après, il y a les rêves de grandeur. Je décide d'ouvrir à Genève, puis ensuite en Algérie pour accompagner nos clients dans le Maghreb. Et puis on passe à 70, 80. J'ai ouvert Lyon, au Crayon, 21e étage. Et cette aventure, elle est exceptionnelle parce que c'est une petite PME française, partie de rien, dans un petit bureau de 12 mètres carrés, et qui, 8 ans après, nous étions 92 collaborateurs. Nous réalisions 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On réalisait pas loin d'1 million d'euros de bénéfices par an. Et j'avais 2,5 millions d'euros de cash disponible sur mes comptes bancaires. Ça, c'est l'aventure Solic, c'est l'esprit d'entreprendre. Et puis, pour fédérer tout ce petit monde, je décide de les inviter au Club Med de Vittel. Nous partons faire un séminaire durant 3 jours. Un temps exceptionnel. Le plafond à 8 mètres au-dessus du sol, une pluie diluvienne. J'ai compris le modèle économique de Vittel, j'ai compris comment ils remplissaient leurs bouteilles. Mais il y avait cette espèce d'esprit de cette entreprise, de cette PME qui générait 40% de croissance et qui continuait son accélération. Et puis nous sommes en juin 2008. Et en juin 2008, tout allait bien, le projet est bâti et on se préparait à un développement encore plus important à l'international. Et nous arrivons le 15 septembre 2008. Quel silence! Le 15 septembre 2008. Il y a 2 dates que je vais me souvenir. C'est la date de mon mariage. Je me suis marié le 11 septembre 1999 et le 15 septembre 2008. Et le 15 septembre 2008, je me réveille un matin, il est 5 heures, BFM, Stéphane Soumier, qui annonce en direct la plus grande faillite de toute l'histoire, la faillite de Lehman Brothers. Et là, il donne un chiffre. Il annonce qu'il y a plus de 600 milliards de dollars de dettes accumulées sur cette banque américaine. Moi, j'entends ça le matin, c'est quand même hallucinant d'avoir de tels déficits. Je prends ma voiture, j'arrive au travail, tranquillement. Et là, sur les coups de 10 heures, j'ai un appel téléphonique d'un grand groupe français, une DRH qui m'appelle, qui me dit « Écoutez Nicolas, on a été en réunion ce matin d'urgence, c'est une réunion de crise, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a 8 contrats avec Solic aujourd'hui. Je suis dans l'obligation de tout annuler, de tout geler. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je ne peux pas faire autrement. Vous êtes patron, chef d'entreprise, vous prenez la mauvaise nouvelle, vous appelez vos consultants, vous répartissez les missions, vous annulez, vous remettez les priorités, puis vous continuez. Le seul problème, c'est qu'en fin de matinée, j'ai eu un 2e appel d'un grand groupe industriel dans le nord de la France. Puis le lendemain, j'ai eu un 3e appel d'une grande banque française. Puis le surlendemain, j'ai eu un autre appel. Et en 2 mois, Solic, mon entreprise que j'avais créée, a perdu 55% de son chiffre d'affaires entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008. Et là, le coup est très dur. Il est très dur sur le plan psychique, moral, à terme physique. Il est très dur auprès des équipes
parce que vous vous retrouvez submergé, c'est comme un espèce de tsunami sur lequel vous ne comprenez pas, parce que depuis 10 ans vous générez de la croissance, parce que depuis 10 ans vous gagnez de l'argent, parce que depuis 10 ans tout ce que vous avez fait a toujours réussi, et là, en 2 coups, tout est en train de s'écrouler. Et il a fallu réagir, et j'ai agi. J'ai convoqué mes actionnaires, j'ai diminué de 40% ma rémunération. J'ai demandé à mon comité de direction de baisser de 20% leur rémunération. J'ai fait supprimer toutes nos voitures de fonction à effet immédiat. J'ai réduit les frais généraux. J'ai fermé des locaux. Et puis ça n'a pas suffi. Cette crise terrible depuis 2008 qui est venue, qui a attaqué les esprits, le physique, la France, l'Europe, le monde entier. On voyait nos amis anglais faire la queue, souvenez-vous, à Londres pour aller chercher leurs livres sterling dans les banques de peur de manquer de liquidités. On parlait de la faillite de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, voire de la France. On parlait même de l'implosion de l'euro. Et puis la crise a continué, elle s'est accélérée, elle s'est répandue à Paris, puis elle s'est petit à petit dans les territoires, Lyon, Lille, Nantes, Besançon, Quimper. Et puis là, l'entreprise a commencé à douter. Et là, il a fallu agir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire la chose la plus difficile pour un chef d'entreprise. J'ai dû procéder à des premiers licenciements économiques, ce qui ne m'était jamais arrivé. Puis j'ai dû faire une 2e vague. Et puis j'ai dû faire une 3e vague de licenciements. Et puis ça n'a pas suffi. Et là, on arrive en mars 2009. En mars 2009, mon entreprise, qui générait en juin 2008 1 million de chiffre d'affaires et 100 000 euros de résultats par mois, à ce moment-là, elle réalisait 450 000 euros de chiffre d'affaires et elle perdait 350 000 euros par mois. Et vous voyez bien que même avec une trésorerie de 2,5 millions d'euros, une PME ne peut pas tenir très longtemps. Et puis les banques ont commencé à lâcher, puis des partenaires, puis les bruits ont commencé à se répandre un peu partout du risque de Solic de partir à la faillite. Et en mars 2009, j'ai un conseiller, et j'ai cette chance d'être bien entouré, me dit « Tu sais Nicolas, il va peut-être falloir que tu envisages une chose, c'est de déposer le bilan. » Là, j'ai regardé mon conseiller, j'ai dit « Écoute Patrice, tu as dû te tromper de dossier, j'ai encore 500 000 euros de trésorerie, on va s'en sortir, je refusais de voir un éventuel échec, il n'y a pas d'inquiétude. » Et là, il m'a dit « Écoute Nicolas, tu vas mettre tes 2 pieds sur terre, tu vas revenir à la réalité, parce que si tu veux te donner une chance de rebondir, il faut déposer en étant riche. » Ouh, je dis là, ça commence à devenir un peu compliqué. Et il m'a formé. Et là, je suis parti au combat. Il m'a dit, il faut que tu saches une chose, c'est que lorsqu'on dépose le bilan en France, il n'y a que 2,5% des entreprises qui s'en sortent. Tout le reste, ça part en plan de cession ou en liquidation judiciaire. Et là, je me suis dit, 2,5, on a une porte de sortie. Je repars au boulot. Je réunis mes salariés restants. J'aurais dit, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que je dépose le bilan dans une semaine. Vous ne serez pas payé à la fin du mois. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. C'est que 2,5% des entreprises qui déposent le bilan peuvent s'en sortir et Solic fera partie de ces entreprises. Bon, là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bon, Nicolas a pété un câble, c'est fait. Ils étaient catastrophés et je les ai remobilisés. J'ai lancé les 20 projets. On avait une période d'observation ouverte durant 6 mois par le tribunal de commerce de Nanterre. 20 projets ont été lancés. Je les ai mobilisés. On s'est replongé malgré la crise, malgré le contexte. Et là, en 6 mois, lorsque je suis revenu devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, après avoir perdu plus de 2 millions d'euros, nous avons dégagé durant cette période 237 000 euros de bénéfices. Le président du tribunal de commerce m'a regardé, il m'a dit « Vous savez, monsieur Doucerin, il me dit, je crois qu'en 30 ans à Nanterre, on n'a jamais vu un redressement aussi spectaculaire. Et franchement, vous sortez, vous, vos salariés, vos représentants du personnel, vous sortez avec les félicitations du tribunal. » Et lorsque je suis sorti, parce que je vous raconte cette histoire de manière évidemment un peu accélérée, lorsque je suis sorti du tribunal, je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je vais aller voir un psychiatre et je vais aller faire une thérapie de 2 ans, parce qu'il y a quelques chapitres que je n'ai pas bien compris, soit je vais m'appuyer sur cette expérience exceptionnelle, extrêmement riche, dans laquelle j'ai à peu près presque tout appris,
et je vais décider d'en faire un bouquin. Et à ce moment-là, j'avais dans mes salariés un brillant salarié. Il s'appelle Florent Papin, il devait quitter Solic. Et j'appelle Florent à la sortie du tribunal, j'écoute Florent. La nature t'a donné des qualités exceptionnelles. Tu as fait Hippocagne-Cagne, Sciences Po, Normal Sup, tu as rêvé d'être écrivain. Il y a juste un problème, Florent, c'est que tu n'as rien à raconter. Moi, je n'ai pas eu ces qualités-là, je suis un pur autodidacte. Par contre, j'ai une histoire exceptionnelle à raconter. Et cette histoire, ça s'appelle « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et avec Florent, nous avons uni l'expérience, le vécu et son talent. Nous avons œuvré et travaillé pendant 2 mois et demi. On a sorti ce bouquin. Et ce bouquin, il a eu un vif succès. Il s'est vendu à 14 000 exemplaires. Et si je vous raconte ça, c'est pas tellement pour faire la promotion du bouquin, quoique un peu quand même, parce que chaque euro pour le bouquin remonte et contribue à financer les dettes de l'entreprise. Donc plus j'en vends, plus ça contribue à rembourser les dettes. Mais c'est surtout pour une autre chose, et c'est ce message-là que je voulais vous faire passer aujourd'hui. L'échec est nécessaire. L'échec est utile pour faire mieux demain. J'aime le rappeler, quand on se casse la figure, quand on apprend à marcher, on se casse tous la figure, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au final, on finit tous par marcher. Et dans un pays justement où on fait parfois trop culpabiliser, le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'au final, et ne l'oubliez jamais, être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Merci à vous tous. C'est une règle au théâtre, il ne faut jamais interrompre les applaudissements, vous les avez bien mérités, j'espère que vous en avez bien profité. Le livre, il est là, il y a un espace librairie vers 16h, on fera une pause et vous pourrez aller dialoguer avec Nicolas. Alors, évidemment, il y a l'individu, il y a la volonté, et il y a le fait que le président du tribunal vous ait dit, il vous avait décerné les félicitations qui vous avaient manqué dans votre scolarité, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que cet exemple, il est refaisable, réplicable, duplicable par d'autres? Et est-ce que vous pensez qu'en France, puisqu'on nous parle souvent aujourd'hui des entreprises qui vont mal, là aujourd'hui quand vous voyez beaucoup d'entreprises qui vont mal, vous vous dites qu'il y a trop de défaitisme et qu'en réalité, quand on est proche du dépôt de bilan, il y aurait une espèce de spleen culturel. Il y a Claudia Sénic qui venait nous voir en avril à Paris qui expliquait qu'il y avait une espèce de malheur culturel français qui s'abattait sur nos épaules et qu'on baissait un peu trop facilement les bras. Est-ce que vous pensez que ce chiffre de 2,5% d'entreprises en dépôt de bilan qui n'arrivent pas à se redresser, c'est symptomatique du mal français et que ça pourrait être plus? Et que vous ne devriez pas être comme ça une exception? Oui, je pense d'abord que c'est 2,5%, on pourrait augmenter ce chiffre à 15, 20 ou 30%. Le problème, c'est que si on veut expliquer, il faut comprendre aussi un petit peu le contexte. On a un système, d'abord, culturellement, on fait culpabiliser des gens qui sont dans l'échec. C'est quelque chose qu'on n'apprécie pas, et je le dis dans le bouquin, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Moi, je me souviens d'une anecdote, je vais vous le raconter, c'est que j'étais au bord du dépôt de bilan, et un jour, ma femme me dit, tu sais Nicolas, tu ne peux pas rester à t'enfermer seul dans ton coin. Et donc je suis sorti et je suis allé voir des amis. Mais le petit Nicolas avant, c'était le garçon entrepreneur, enfin autodidacte, entrepreneur qui réussissait. Et vous arrivez et il y a un moment donné, je sais que je vais déposer le bilan. Et vous discutez avec ces gens-là, vous faites quoi? Moi je suis chef d'entreprise, j'ai créé une agence, puis 2, puis 3. Et puis à ce moment-là, il me pose la question, il me dit et toi Nicolas, t'es quoi? Et là, il y a eu un grand blanc. Je peux vous garantir que ça a été un grand moment de solitude, parce qu'il y avait cette espèce de culpabilité qui me rongeait de l'intérieur, parce que je n'étais plus rien, j'étais dans l'échec, et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que cette expérience, ces difficultés, puissent être utiles. Donc je l'ai appliqué à moi-même, c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage, et je pense qu'honnêtement, en France, c'est un élément qui est extrêmement important. Si on veut faire changer les mentalités, il faut se battre, il faut créer quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, je me suis battu, on l'a évoqué ce matin, la fameuse cotation du dirigeant qui fait que quand on part en liquidation judiciaire, le chef d'entreprise à titre personnel se retrouve fiché durant 3 ans.
Et bien vous voyez, ce bouquin a permis à Fleur Pellerin de comprendre un certain nombre de choses et de supprimer cette cotation du dirigeant auquel je me bats depuis maintenant 4 ans. Donc on arrive à faire changer un petit peu les choses. Et il y a un dernier point que j'ai souhaité faire, c'est que moi je suis un battant. Ici on est à Osons la France. Moi j'ai aussi créé une association pour bâtir quelque chose de nouveau et je l'ai appelée Entreprendre pour la France. C'est être capable de bâtir ce grand projet fédérateur issu de la société civile pour bâtir quelque chose de nouveau. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les mentalités, à améliorer ce taux en décloisonnant et en changeant les mentalités. Merci beaucoup, monsieur le battant. Merci bien. Je vous laisse prendre ça après. Merci beaucoup.